عندهم. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier l'association des anesthésistes réanimateurs du Nord pour ce congrès. Après cette trêve longue et pénible pour chacun de nous, je les remercie pour l'effort fourni et pour la qualité des sujets abordés et des présentateurs. Et rapidement, on va donc commencer cette séance avec deux sujets. Le premier, c'est les brûlés graves, un sujet éminemment important et pour lequel les anesthésistes sont souvent appelés à donner de l'aide et à s'occuper de ces enfants. Et le deuxième sujet, ça va être les traumatismes crâniens. Chacun des orateurs aura 25 minutes pour traiter le sujet. Il y aura une discussion de 10 minutes à la fin des deux présentations. Je donne tout de suite la parole au professeur Younous, chef de service de réanimation pédiatrique du CHU de Marrakech, qui a une expérience dans la prise en charge des brûlés graves. Donc, la bonne personne pour le bon sujet, à vous. Merci, professeur Sadraoui. Je réitère aussi mes remerciements à l'association et à la présence. J'étais chargé de traiter un sujet qui s'appelle l'enfant brûlé grave en réanimation. Tout d'abord, c'est des enfants de réanimation. Donc, je rappelle un peu l'histoire. Avant Jésus, c'est 1500, les Égyptiens, ils traitaient les brûlures par le miel et la résine. Et pour la Chine, ils traitaient les enfants brûlés avec des feuilles de thé. Après Jésus, en 130, on a inventé un peu le vinaigre et ça permet de traiter les patients brûlés par le vinaigre. Et Ar-Razi, en 854, il a découvert que l'eau froide, il permet de traiter la douleur. Monsieur Guillaume a utilisé un peu au XIXe siècle les pansements occlusifs. Madame Zora, la yougoslave, a inventé un peu les excisions. Monsieur Blocher a travaillé en multidisciplinaire et en 1962, il a créé un service de réanimation pédiatrique pour la prise en charge de brûlés. Monsieur Münster, il a commencé à travailler pour la qualité et améliorer la survie. Et M. Baxter, après, il a éliminé, les colloïdes de la formule de Parkland. Puis après, une autre notion importante, c'est la prise en charge en équipe. Il a été démontré par plusieurs centres que les enfants de 0 à 14 ans, en 1953, il y avait 50% de décès pour les enfants brûlés à 50%. Maintenant, pour les enfants brûlés à 55%, il y a 50% de survie. Et c'est à cause de formation d'équipe. Et quand on dit équipe, un rassemblement d'experts ne signifie pas qu'on a formé une équipe. Un rassemblement d'experts, bien sûr, avec la communication et de façon continue.
Concernant l'épidémiologie, je vais exposer un peu quelques données américaines. Donc, ils ont un registre publié chaque année concernant le registre. Ce qui est important dans le registre, après 5 ans et au-delà, c'est les brûlures par flamme. Par contre, les petits, moins de 5 ans, c'est surtout les substances chaudes. Par exemple, l'eau bouillante, le thé, c'est les facteurs les plus importants. On a publié un article qui recense notre expérience en 2018. On a publié l'article pour l'épidémiologie de la brûlure. Donc, c'est une étude de 2009 à 2017 qui a recensé 401 patients. L'incidence, donc finalement, concernant la réanimation, c'est 5,6. Donc, c'est principalement des enfants de 0 à 4 ans, et c'est principalement l'eau bouillante. Et 89% des accidents, c'est à domicile. Et que la mortalité, on avait une mortalité de 6,38 et la durée de séjour moyenne de 5,8. Concernant les facteurs, vous voyez, c'est surtout les substances chaudes. Par contre, la flamme, essentiellement les bouteilles de gaz. Par contre, concernant le délai d'admission, c'est quand même, on admet de façon précocement dans les 24 heures, mais quand même, au-delà de 24 heures, 22% des enfants sont admis au-delà de 24 heures. Concernant le pourcentage, c'est la majorité, ils ont moins 20%, mais quand même, on a des enfants, à peu près une trentaine d'enfants en plus de 20%. La physiopathe, rapidement, la physiopathe, c'est un choc, pas uniquement hypovolimique avec hémoconcentration chez l'enfant, mais c'est un choc mixte, hypovolimique et cardiogénique avec hémoconcentration. Et quand on dit l'hémoconcentration, c'est l'augmentation de la viscosité et altération de la perfusion. Le mécanisme, c'est l'évaporation, la fuite dans les espaces interstitiels, ça crée de l'œdème, et cet œdème, elle a une cinétique biphasique. Au départ, au niveau de la zone brûlée, après 12 à 24 heures, c'est dans les zones non brûlées. La dysfonction myocardique, c'est par l'orage inflammatoire. Et puis après, au départ, on a une vasoconstriction, augmentation des résistances systémiques, mais après, un choc septique, par diminution des résistances vasculaires systémiques. Et si on ne traite pas correctement, c'est la défaillance multiviscérale. Et vous voyez qu'en plus, il y a une altération de glycocalyx, donc il n'y a pas intérêt à donner les protéines ou les macromolécules dans les médias. Donc le mécanisme, c'est pas uniquement local. Donc, à partir d'une brûlure, d'un enfant brûlé, on a une diffusion générale. On a la libération de médiateurs qui vont altérer tout l'organisme. Puis, au niveau de la zone brûlée, il y a la zone de coagulation, c'est des cellules mortes. Autour de la coagulation, il y a de la stase, c'est-à-dire des zones récupérables si on réanime de façon précoce. Puis après, il y a les zones d'hyperhémie. Concernant le contact, un contact à 70 degrés, il suffit d'une seconde. Par contre, un contact une chaleur de 50 degrés, il faut un contact de 15 minutes. Et c'est important, on verra ça dans la prévention. Concernant l'évaluation préopératoire en réanimation, il y a 2 principes. On est passé par 2 principes. Il y a la sous-réanimation et après, il y a l'over-réanimation. Et c'est avéré que l'over-réanimation, ça aboutit à des complications chez l'enfant, notamment le syndrome de compartiment abdominal. Donc, il faut éviter l'over-réanimation. Et ça a été démontré par plusieurs études que l'over-réanimation, ça entraîne une diminution de la perfusion tissulaire et l'approfondissement. Donc, finalement, des enfants qui ont reçu plus de 50 ml par kilo durant la phase de réanimation, ils ont besoin de monitorer la pression intra-abdominale pour guetter ce syndrome de compartiment abdominal. Et ça aboutit, bien sûr, à des œdèmes qui aboutissent parfois à des aponeurotomies. Donc, c'est un exemple d'une feuille d'anesthésie modifiée concernant le syndrome de compartiment où vous avez des enfants à un certain moment, puis après, elle augmente la pression intra-abdominale et elle diminue leur perfusion et on est obligé de faire des laparotomies. Des laparotomies pour éviter ce syndrome de compartiment abdominal. Donc finalement, l'historique de la réanimation liquidienne, avant les années 70, c'était la sous-réanimation qui aboutit à des décès. Puis après, on a commencé la réanimation, la sur-réanimation. Ça aboutit aussi au décès. Après 2010, on commence à parler du concept d'hypovolémie permissive. Et puis après, c'est ce qu'on appelle la notion de fluide Krebs, c'est-à-dire diffusion de l'œdème. Donc un œdème qui diffuse chez l'enfant en cérébral, ça entraîne de l'encéphalopathie, ça entraîne en abdomen sous un syndrome de compartiment abdominal, ça peut aboutir à la cécité, la neuropathie optique et œdème des membres inférieurs, et donc plus d'aponeurotomie à l'SDRA, à l'œdème aigu de poumon. L'inhalation aussi, elle pose des problèmes. Quand
quand il y a une brûlure dans un milieu clos, on inhale de la fumée avec ses produits toxiques et de la chaleur. Vous imaginez la chaleur dans la fumée, c'est 300 degrés. 300 degrés qui rentrent dans les poumons et dans les branches et ça entraîne vraiment des lésions et de l'œdème. On sait que les branches des enfants sont petites et facilement ils font de l'obstruction des voies aériennes. Ça, c'est la physiopathe un peu barbare de l'inhalation, mais on voit quand même cette notion de coagulation, cette notion de bronchospasme. La thermorégulation, les enfants font rapidement l'hypothermie. Mais après, il y a une dysrégulation hypothalamique et ça aboutit à la fièvre. Donc la fièvre n'est pas synonyme d'infection chez l'enfant brûlé. Dans la gestion préhospitalière, bien sûr, il faut extraire la victime, prévenir l'effet tourniquétique, c'est-à-dire tous les objets qui peuvent entraîner des garrots, évaluation primaire classique ABCDE. Pour les Américains, en préhospitalier, pour les enfants de 14 ans et au-delà, 500 cc en préopératoire. 6 à 13 ans, 250 cc en préopératoire. Et moins de 5 ans, c'est 125. Garder l'enfant chaud et sec. Monitorage, parfois, monitorage chez un patient brûlé, c'est difficile. Il faut bien fixer les électrodes, les brassards. Labor vasculaire, il faut bien sécuriser la voie veineuse parce que facilement, elle s'arrache. Sinon, là aussi, la place de la voie intra-osseuse, traiter la douleur et ne pas appliquer de topique. Et ça a été démontré par plusieurs études en bas. C'est-à-dire que si on réanime de façon précoce, il y a plus de survie. Et si on réanime de façon tardive, après 1 heure, il y a plus de complications. Donc ça, en préopératoire, en préhospitalier, on évalue la surface. La règle de 9 n'est pas adaptée chez l'enfant. Donc il y a quand même des tableaux à modifier chez l'enfant. Tout simplement, parfois, on peut mettre la paume de la main de l'enfant, c'est 1%. La paume de la main sans les doigts, c'est 1%. Donc le transfert, c'est qu'il faut communiquer avec le service receveur, par exemple la réanimation, et on hospitalise les enfants brûlés en réanimation au-delà de 10%. En réanimation. Donc toujours l'évaluation primaire, l'évaluation, puis après la chambre doit être chaude, 30 à 33 degrés, les rouailles, la respiration, la circulation, il faut toujours évaluer avec des particularités de l'enfant brûlé et évaluer, ce n'est pas la formule de Neff en réanimation, ce qu'on appelle la formule de Land and Broder. Ça, c'est aussi, je donne un exemple. La tête de l'enfant, vous voyez que ça représente 19%, alors que chez l'adulte, c'est 7%. Et donc, un enfant brûlé au niveau de la tête, c'est quand même une surface très importante. La profondeur, en général, c'est évalué par les brûlologues. Puis après, on fait un diagramme. Là, les zones brûlées, c'est intéressant. L'évaluation secondaire, terme de sample, c'est-à-dire signes, symptômes, passe médicale, dernier repas et examen complet. Puis après, l'évaluation tertiaire, on demande les bilans, sanguins, radio, échographie, et on évalue de façon continue. Ça nécessite d'une réanimation dynamique l'enfant brûlé. Des formes particulières, la face. Ben ça, c'est des enfants brûlés chez nous, dans notre contexte. Ça devient rapidement méconnaissable avec une notion de cécité. Ça crée du stress chez l'enfant. La suie, ça entraîne des brûlures bronchiques. Le périnée aussi, ça pose des problèmes. C'est de l'infection. Les brûlures circulaires, ça nécessite de l'aponevrotomie. Ça, c'est des enfants brûlés chez nous. Hein. C'est un enfant qui nécessite la colostomie pour guérir sa brûlure parce que c'était un peu profond au niveau de la zone périnéale. Ça, des enfants aussi qui subissent des enfants en réanimation, des aponevrotomies. Ça, c'est un enfant qui avait plus de 65% et s'en est sorti. Et les brûlures électriques, par définition, on a par convention au-delà de 100 volts, on parle de haut voltage, moins de 100 volts, c'est le bas voltage. Et ça entraîne les brûlures haut voltage, la rhabdomyolyse rénale, neurologique, vasculaire, oculaire. C'est un tableau un peu particulier. Concernant la réanimation liquidienne, il pose des problèmes. Donc, il y avait la formule de Brook qui a utilisé les colloïdes en premier dans les premières heures. Puis après, la Brook modifiée. On a éliminé les colloïdes. On a compris que les colloïdes, c'est dangereux. Il y a la formule de Parkland, c'est-à-dire 4 ml par kilo par pourcentage de surface brûlée, et n'utilise pas les colloïdes. Ça, c'est utilisé chez l'adulte. Et je sais qu'il y a beaucoup de services, aussi de réanimation, qui utilisent la Parkland. Nous, on dit que la formule de Parkland n'est pas adaptée chez l'enfant. On utilise beaucoup plus la formule de Galveston, c'est-à-dire que 5 litres par mètre carré de surface brûlée, plus 2 litres par mètre carré corporel. Et on donne la moitié pendant les 8 premières heures et le reste pendant les 16 heures restantes.
cette formule a été, bien sûr, ce qu'on appelle classiquement la formule de Carvajal. Donc, le premier jour, concernant l'apport de base, 2 litres. Le deuxième jour, 1500, c'est à base de sérum glucosé. Ça, c'est on dit que ça, c'est l'apport de base parce que l'enfant, il peut faire rapidement l'hypoglycémie. Concernant la brûlure, le premier jour, c'est 5 litres par mètre carré de surface cutanée brûlée. Et le deuxième jour, c'est 3750. Cette formule, elle est plus adaptée chez l'enfant. Et d'ailleurs, le Parkland, quand on dit 4 ml par kilo, souvent on est plus de 4 ml par kilo et c'est ce qu'on appelle le risque de crêpe fluide. Les objectifs, c'est avoir, bien sûr, une fréquence cardiaque, il ne faut pas que les enfants soient tachycardes, une bonne pression artérielle, un taux d'hémoglobine correct et un taux d'hématocrite correct. Il faut avoir une diurèse correcte, les nourrissons 2 cc par kilo, les enfants 1 cc par kilo. Et bien sûr, parfois ce qu'on appelle le colloïde rescue, on réanime les enfants, on perfuse, on voit qu'ils ne s'améliorent pas. C'est des exceptions, on est obligé quand même de donner les colloïdes pendant les premières heures, ça fait des exceptions. Concernant la gestion de brûlure, le management et le pansement, donc maintenant c'est clair, on ne fait pas ça, on n'est pas à ce stade, mais ce qui doit être fait, c'est des excisions précoces, parce qu'un enfant brûlé, c'est la pullulation microbienne. Donc rapidement, il faut faire des excisions. Les excisions, ils ont amélioré beaucoup la survie. Et quand on fait l'excision précoce, au-delà de 20%, les enfants brûlés au-delà de 20%, il faut faire des excisions. Ça permet de limiter la perte sanguine. Donc on le voit dans le diagramme, il y a moins de perte sanguine si on fait l'excision le premier jour. Par contre, si on tarde l'excision, il y a plus de saignement. Et ça évite la pullulation microbienne. Concernant, parfois, on est amené à anesthésier les enfants. Il y a plusieurs challenges chez les enfants. Hein. Donc, je vais citer quelques-uns. C'est le saignement, c'est les premiers 24 heures, c'est 0,45 ml par centimètre carré de zone brûlée. Et donc, ça saigne. Concernant les enfants, sont rapidement l'hypothermie et parfois, on passe par des périodes de jeûne très importantes. 6 à 8 heures, plus 2 heures après l'anesthésie, c'est facilement 8 à 10 heures de rupture de jeûne. Donc, il faut penser à ça, il faut nourrir autrement ces enfants. Concernant les curares et brûlés, les curares dépolarisants, vous connaissez la succinylcholine, le risque de l'hypercalémie après 48 heures pour des enfants brûlés au-delà de 25%. Pour les curares non dépolarisants, il y a une résistance aux curares non dépolarisants. Les ventilations en masque, c'est difficile chez les enfants qui ont une brûlure de la face. Il faut bien sécuriser la sonde d'intubation et la kétamine intramusculaire est très conseillée pour les brûlés. Concernant l'inhalation de fumée, nous, on utilise ce protocole, l'héparine en nébulisation. Quand vous avez un patient en brûlure de la face, avec inhalation, utilisez l'héparine par nébulisation toutes les 4 heures. Elle permet d'améliorer les pronostics. Ça a été démontré par plusieurs études. Malheureusement, on n'a pas le N-acétylcystine pour l'ajouter, mais l'héparine, ça sauve ces enfants. Concernant l'infection, elle représente 40 à 60% d'infection. Il y a ce qu'on appelle la notion de colonisation, c'est-à-dire l'infection n'est pas invasive, moins de 10 à la puissance 5 bactéries par gramme de tissu. Ça, c'est une colonisation et ça diminue avec l'excision et les topiques. Puis les autres définitions, l'infection de la plaie, l'invasion, la syphilis. Notre article, là aussi, je reviens à notre article, qu'est-ce qu'on a trouvé en termes d'infection? Il y avait 43% d'enfants infectés. Et presque pareil, hein, des cocci-grammes positifs et des cocci-grammes négatifs. Concernant le diagnostic d'infection, cliniquement, c'est difficile. Il faut examiner l'enfant chaque jour. Ces enfants qui changent de comportement, qui refusent de s'alimenter, qui distendent l'abdomen et qui fait de la diarrhée. La fièvre, on s'en fout de la fièvre. La majorité, ils ont de la fièvre. 38, 38,5, la majorité, ils ont de la fièvre. Et il faut poser toujours la question à la maman. Et la maman va vous dire que l'enfant, il change de comportement. Nous avons une réanimation open REA. Les mamans restent avec leur enfant et c'est les mamans qui nous renseignent sur le changement de comportement de l'enfant. Quand la maman vous dit que l'enfant il a changé de comportement, il faut penser à l'infection. Les données objectives, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage, ça aide, mais mieux encore que l'échantillonnage, c'est la biopsie et l'histologie. Donc ça, c'est par exemple une cellulite. Une autre complication chez l'enfant, on vient d'admettre mercredi dernier un enfant qui avait une brûlure limitée. Les enfants qui ont une brûlure limitée, en général, on ne les hospitalise pas. 2 jours, 3 jours après, ils peuvent faire une infection staphylococcus. Ça entraîne un toxic shock syndrome. C'est un vrai choc septique et parfois avec des raches. Cette petite, elle a des raches. Donc les enfants brûlés limités, si vous les recevez après une brûlure en état de choc, il faut penser au choc septique et traiter et viser le staph.
Le traitement de l'infection, il est multimodal, il est chirurgical, il y a les bains, il y a les topiques, il y a les antibiothérapie systémique s'il y a de invasifs. Donc, concernant les topiques, il y a bien sûr la flamazine qu'on utilise et l'acétique acide, c'est-à-dire le vinaigre. Et maintenant, on a beaucoup de résistances qui émergent concernant le Klebsiella pseudomonas aeruginosa pour la flamazine. Il faut penser à mettre du vinaigre, ça réduit un peu, ça tue un peu ces germes. L'antibiothérapie systémique, pas d'antibiothérapie prophylactique. Déjà, on doit se mettre d'accord. L'antibiothérapie systémique en cas d'infection invasive, concernant cette notion de pharmacocinétique et pharmacodynamique chez les enfants brûlés. La phase initiale, il y a un débit sanguin très important au niveau des organes. Et donc, probablement, on utilise les mêmes doses qu'on utilise classiquement. Mais après la phase, après 48 heures, il y a une phase d'hyperdébit, hypermétabolisme. On a envie d'augmenter les doses, mais en même temps, ces enfants, ils ont de l'hypoalbuminémie. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, le meilleur traitement, c'est doser des antibiotiques. Donc, il n'y a pas de recommandation que doser les antibiotiques pour avoir un meilleur taux sanguin. Puis, il y a cette notion de MDRO, c'est multidrogue résistant, et pandrogue résistant, qui se voit chez les enfants brûlés. Et donc, il ne faut pas oublier la carte de la colimycine. Les infections virales et fongiques, ça existe aussi après une brûlure. L'infection fongique, il faut faire des fonds d'œil, et l'infection herpétique, par exemple, il faut juste examiner. Puis les infections pulmonaires, les infections respiratoires, les infections classiques, du caté. Concernant les biomarqueurs, il y a 2 biomarqueurs classiques, c'est la CRP. Est-ce que la CRP, elle permet le diagnostic chez les enfants brûlés? La réponse, probablement, il y a les enfants qui décèdent, il y a plus d'augmentation de CRP. Concernant l'infection, il n'y a pas de différence pour les infectés et non infectés. Donc la CRP ne permet pas le diagnostic d'infection. Concernant la procalcitonine, probablement, il n'y a pas de choses claires, il n'y a pas de choses évidentes, mais on peut l'intégrer dans un contexte clinique. Donc, on a procalcitonin de base et on doit surveiller de façon rapprochée avec la clinique. Donc, finalement, il n'y a pas de biomarqueur solide pour détecter l'infection à part la clinique et la coopération, la discussion avec les brûlologues. Concernant la prévention d'infection, bien sûr, il faut le design de la réanimation doit être adéquat pour la réanimation, des chambres isolées avec une pression en général positive, c'est des enfants immunodéprimés, nettoyer les surfaces, ne pas partager le matériel, un chariot unique dédié aux enfants. Un autre volet, c'est la nutrition. Au départ, c'est premier 48 heures, c'est l'hypométabolisme, après, c'est l'hypercatabolisme. Donc au départ, un apport calorique qui n'est pas trop important, mais après, il faut penser à augmenter les apports caloriques chez ces enfants. Et d'ailleurs, ce diagramme montre que l'hypercatabolisme chez les enfants brûlés, il dépasse les péritonites. Et par contre, la perte de protéines, il est plus importante. Chez les enfants, on perd beaucoup plus de protéines que n'importe quel type de pathologie. Et donc, c'est pour évaluer, donc l'idéal c'est la calorimétrie, on n'a pas, sinon il y a la formule de Galveston. Donc pour nourrir ces enfants et se référer à la formule de Galveston, c'est principe. Il y a beaucoup de protéines 2,5 à 4 grammes par kilo par jour. Vous voyez que c'est un apport important. Des glucose 0,7 grammes par kilo par jour et remplacer les électrolytes. Le G3, G4, c'est les jours des hypocalémies. Donc, c'est des enfants qui ont beaucoup d'œdème, G3, G4, et ils font de l'hypocalémie. Il faut penser à cette complication. Atténuer l'hypermétabolisme, freiner l'hypercatabolisme et encourager la nutrition entérale de façon précoce. La formule de Galveston, c'est ça. Donc, pour les enfants de 0 à 1, c'est 2000 calories par mètre carré de surface corporelle, plus 1000 calories par mètre carré de surface brûlée. 1 à 11 ans, donc il y a des petites modifications concernant cette formule. Concernant les micronutriments, il ne faut pas oublier les micronutriments chez les enfants brûlés. Ils perdent de la vitamine A, de la vitamine D, la vitamine E, la vitamine C, le zinc, le cuivre. Donc ça aussi, il y a des dosages à proposer à ces enfants. Le zinc, c'est important pour la cicatrisation. Concernant il faut moduler un peu cet apport nutrition. Il faut éviter l'hypercatabolisme. On a parlé de bêta-bloquants, on a parlé de l'insuline, on a parlé de l'hormone de croissance, on a parlé de l'oxandrolone, c'est-à-dire la testostérone. Et donc finalement, il y a 2 qui restent, les bêta-bloquants et la testostérone. Donc ça est démontré par plusieurs études que le propanol lave le cardiaque. Elle permet de diminuer le catabolisme chez ces enfants.
Et donc, il permet d'équilibrer un peu la balance nutritionnelle. Et d'ailleurs, ça a plusieurs études, et ça permet quand même d'éviter un peu la surcharge hépatique par le tissu gras. Et donc, ça, c'est un enfant, par exemple, qui a une infiltration de son foie par le tissu, par les lipides. Et donc, ce n'est pas bon pour les enfants. Concernant la testostérone, elle permet de diminuer un peu la décharge minérale au niveau des os. Et en même temps, elle permet de conserver un peu la musculature chez les enfants. Donc, si on conclut concernant ces deux substances, les bêta-bloquants, il faut les utiliser rapidement une fois l'état hémodynamique stabilisé, c'est-à-dire à partir de la première semaine, on doit utiliser les bêta-bloquants. Ça permet de diminuer le catabolisme. La testostérone, malheureusement, on ne l'a pas, mais il faut l'utiliser, mais un peu plus tardivement. La douleur, concernant la douleur, il y a cette notion d'hyperalgésie et d'allodynie au départ. Après, vers la 3e, 4e, voire 5e semaine, il y a ce qu'on appelle la douleur neuropathique. Et il y a les prurites. Les prurites, ça pose vraiment, ça dérange les enfants brûlés dès qu'ils commencent à cicatriser un peu. Donc le traitement, donc bien sûr, il faut évaluer. Donc on a de quoi évaluer la douleur, on a de quoi évaluer les prurites, les troubles psychiatriques. Les troubles psychiatriques chez l'enfant, il y a ce qu'on appelle le trouble de sommeil, trouble de dépression, et ça c'est un syndrome qu'il faut bien détecter chez les enfants brûlés, c'est le post-traumatic stress syndrome. C'est des enfants qui vivent des cauchemars, qui vivent le même scénario chaque jour, et c'est stressant pour les enfants. Le traitement, la douleur, c'est la morphine. Le traitement de la douleur neuropathique, c'est les antidépresseurs et la gabapentin. Le traitement de l'anxiété, c'est les benzodiazépines. Le traitement de ce syndrome de stress post-traumatique, c'est les antidépresseurs. Il faut bien discuter avec un pédopsychiatre pour prendre en charge ces enfants. Concernant, bien sûr, les hallucinations, ça existe, il faut les traiter. Concernant l'insomnie, ça existe, il faut la traiter. Concernant la réhabilitation, il faut la commencer en réanimation, le changement de position. Un enfant qui a une brûlure de dos, il faut le mettre sur le ventre. Et donc, c'est après pour l'intégrer dans un processus de rééducation parce que c'est très important par la suite. Concernant la prévention, c'est, j'ai pris une plaque au niveau des publiée aux États-Unis. Donc, ils disent déjà, ils sensibilisent la population qui a 300 brûlés par jour, donc 2 qui décèdent par jour. Et donc, les mécanismes, c'est principalement l'eau et puis après la flamme pour les enfants plus graves. Et donc, finalement, la prévention, je mets l'accent sur 2 notions, ce qu'on appelle l'ingénierie et bien sûr la loi. Donc, on ne peut pas préconiser une prévention sans la loi, c'est-à-dire alarme, c'est-à-dire que toutes les maisons en général doivent déclencher l'alarme en cas de fumée. C'est des escaliers de secours, c'est des cuisines qui répondent à un certain nombre de principes de précaution, le check water. Ça, c'est les bains, il faut qu'ils ne dépassent pas une température à 49 degrés. On a dit que 50 degrés, il vous faut 15 minutes. Par contre, 70 degrés, il vous faut 1 seconde. Et donc, l'eau pour l'enfant, quand il allume l'eau chaude, il ne faut pas que ça dépasse les 89 degrés. C'est très important. Ça, des choses qui sont faisables. Les bouteilles de gaz doivent être un peu sécurisées. On a beaucoup d'explosions de bouteilles de gaz. Et ce qu'on appelle le fabrique flammabilité, ça aussi, on souffre de ça. C'est quoi ça finalement? Malheureusement, notre textile, il est plein de produits flammables. Et donc, on voit des filles qui doivent le bota, puis après, ça, c'est très grave. On a vu des drames concernant ça. Donc, il faut interdire ce type de tissu. Les fire sprinklers, c'est-à-dire que là, pour éteindre en cas de flamme, et les fireworks, c'est-à-dire qu'il faut réguler un peu les jeux qui posent des problèmes. On voit beaucoup d'enfants brûlés à cause de ça. Et bien sûr, il faut éduquer la population à travers des réseaux sociaux, avec des médias, avec des vidéos. Et donc ça c'est un mécanisme fréquent. L'accès à la cuisine, et souvent les mamans qui disent avec le wooden de casserona, l'enfant qui et donc ça c'est peut-être des petites choses, hein. C'est-à-dire que la casserole doit être au-delà et le niveau doit être un peu surélevé. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant le patient brûlé et je vous remercie. Merci professeur Younes d'avoir d'abord respecté le temps imparti et puis pour toutes ces informations extrêmement utiles pour tout le monde, même les non-réanimateurs.
bonjour. Je voudrais remercier tout d'abord l'association des médecins anesthésistes et réanimateurs du Nord pour cette invitation. J'ai été chargé d'exposer ou de présenter ce thème qui est le traumatisé grave en pédiatrie. Donc sans tarder, eh bien, on sait bien que c'est une pathologie fréquente et grave. Le tiers de la mortalité infantile est la première cause de mortalité chez l'enfant entre 1 et 15 ans. C'est principalement, eh bien, la majorité des admissions, c'est des blessures graves. C'est des blessures légères à modérées, mais le clinicien, il doit savoir faire la part. Il doit savoir, bien sûr, déceler les patients qui peuvent s'aggraver ou qui risquent de s'aggraver. Bien sûr, l'anatomie et la physiologie de l'enfant ne sont pas comparables à celui de l'adulte, ce qui requiert une attention particulière à l'évaluation et à la prise en charge de ces patients en pédiatrie. Eh bien, aussi bien pour avoir plus de chances de survie, ces enfants doivent avoir des soins qui doivent être optimaux et bien sûr les premières heures. Dès qu'on traite précocement, eh bien, le pronostic il est meilleur. Un petit rappel épidémiologique, aux États-Unis, ils ont retrouvé que plus de 17 000 décès étaient retrouvés par an chez les enfants traumatisés graves avec des admissions qui avoisinent les 10 millions de consultations chez les patients traumatisés légers. Et donc, c'est une pathologie, rappelons-le, grave et fréquente. En bas, sur le tableau, c'est une étude qu'on avait réalisée au service. C'était une étude rétrospective sur une année. On avait colligé 76 patients de polytraumatisés graves ou traumatisés graves et la mortalité avoisinait les 12%. Donc cette mortalité, on peut la diviser en 3 pics de fréquence. Une mortalité immédiate qui avoisine les 50%, elle est principalement due à des lésions cérébrales et cardiovasculaires immédiates. On va avoir des décès sur le lieu de l'accident dans les secondes qui suivent le traumatisme. Et donc on ne peut que la prévenir. Port de casque chez les motocycles, ceinture de sécurité, etc. On a un deuxième pic de fréquence, c'est la mortalité précoce. C'est les premières heures qui vont suivre le traumatisme. Là, c'est une mortalité de 30%. Principalement, on va avoir des traumatisés crâniens graves et des chocs hémorragiques. C'est l'intérêt de la Golden Hour qui consiste en une évaluation et un traitement rapide pour diminuer le nombre de décès et améliorer le pronostic de ces patients. Il faut rappeler que l'hémorragie, c'est la première cause de mortalité qui est évitable. Donc, il faut faire vite. Pour la mortalité tardive, c'est les patients qui vont décéder en réanimation après par choc septique, défaillance multilatérale, etc. Toujours l'étude du service, on avait retrouvé qu'il y avait un pic de fréquence chez les patients traumatisés graves entre 2 et 5 ans. Et donc, avec un âge moyen de 5 ans. Donc, il fallait faire attention à ces patients moins de 5 ans. Les causes, c'était principalement des AVP et des chutes qu'on retrouvait sur différentes études. Ici, c'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Pediatric Surgery qui a retrouvé que 90% des patients admis pour polytraumatisme étaient atteints d'un traumatisme crânien. Ici, c'est notre étude, on avait eu 70% d'atteinte crânienne avec plusieurs traumatismes associés. Donc, quels vont être les facteurs de risque de ce traumatisé grave? Premièrement, c'est l'âge. L'âge moins de 5 ans, on l'a dit qu'il y avait un pic de fréquence chez les patients moins de 5 ans. Eh bien, l'âge moins de 5 ans, c'est un facteur de risque. Pourquoi? Parce que ces enfants moins de 5 ans, ils sont plus vulnérables et ils ne peuvent pas se protéger. Et donc, on a eu un pic avant l'âge de 5 ans. En plus, cette fréquence de décès, on va la retrouver chez l'adolescent. Pourquoi? Parce qu'il y a une conduite sportive à risque, une traumatologie routière, des conduites addictives, en plus de la délinquance. Donc, chez l'adolescent, on va retrouver plus de traumatisés graves. En plus, ces adolescents étaient de sexe masculin. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve aussi le sexe masculin. Et bien sûr, en dernier, c'est le niveau socio-économique. Pour ce qui est de la définition ou comment définir ce traumatisé grave, c'est tout patient présentant au moins une lésion mettant en jeu le pronostic vital ou dont le mécanisme ou la violence laisse présager qu'une telle lésion peut exister. Mais il ne faut pas oublier que chez l'enfant, tout traumatisme est considéré comme grave, jusqu'à preuve du contraire. On peut définir aussi la gravité par plusieurs scores, l'ISS, l'AIS et le GCS, on en passe. Pour ce qui est de la physiologie
pédiatrique en matière de polytraumatisé, elle est différente de celle de l'adulte. Sur le plan crânien, eh bien, la tête elle est disproportionnée par rapport à l'adulte. Et donc, avec une musculature cervicale là, un peu faible. Et donc, on va retrouver plus de traumatisme crânien qu'autre chose. On a aussi un crâne qui est incomplètement ossifié, avec des fontanelles ouvertes et moins de myéline. Et donc, ce cerveau, chez le nourrisson, il est moins protégé. Donc, on aura des traumatismes, des lésions graves suite à des traumatismes légers. Pour les axos, c'est la même physiopathologie que l'adulte, avec une fréquence de l'hypotension artérielle et de l'hypoxie secondaire à la détresse respiratoire. L'association d'une hypotension artérielle non traitée chez un traumatisé grave triple la mortalité, et l'association d'une hypotension artérielle avec une hypoxémie chez le traumatisé crânien l'augmente jusqu'à 4 fois, la multiplie par 4. Chez la particularité de l'enfant, c'est qu'il y a une vasoréactivité cérébrale et donc on a des réactions hyperémiques suite aux ischémies. Et donc on va avoir plus d'œdème cérébral et plus d'HTIC à traiter. Pour ce qui est des atteintes rachidiennes, elles sont rares, moins de 5%, mais ils peuvent être graves, leur pronostic peut être mauvais. Ici, c'est juste un rappel anatomique. Eh bien, l'anatomie de l'enfant elle est particulière et on aura 60 à 80% des atteintes du rachis qui vont toucher que le rachis cervical. Et donc, leur gravité va être un peu particulière. On va la voir tout par la suite. Donc, chez l'enfant de moins de 8 ans, on va retrouver principalement des luxations cervicales hautes et chez l'enfant de plus de 8 ans, on va retrouver des fractures cervicales basses. Ces lésions médulaires ils vont avoir des conséquences graves, une vasoplégie avec une hypovolémie relative par disparition de l'activité sympathique, en plus d'une hypertonie du système parasympathique qui va être responsable d'une bradycardie associée voire à un arrêt cardio-respiratoire dans le moindre stimulus, par exemple lors d'une aspiration trachéale. Il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des lésions médulaires sans atteinte du rachis. Par exemple, ici, vous voyez sur l'image qu'il y a une atteinte de lésions médulaires. Pourquoi? Parce qu'en raison de la souplesse des ligaments rachidiens, lors d'un traumatisme, ce rachis va s'étirer, chose que la moelle ne peut pas faire. Et donc, on va avoir des lésions médulaires suite à ces traumatismes sans atteinte osseuse. Et chez l'enfant, les atteintes ils vont principalement se focaliser sur l'articulation C1, C2 au niveau cervical et des 10 au niveau dorsal. Pour ce qui est de l'atteinte thoracique, elle est aussi fréquente, plus de 50% des atteintes. Vu que le thorax il est aussi élastique, le traumatisme ne va pas causer de fracture, on ne va pas avoir de rupture de la cage thoracique, mais l'onde de choc elle va être transmise au poumon et donc on va avoir plus de contusions, pneumothorax, hémothorax, etc. Au niveau abdominal, comme vous voyez sur l'image scanographique, le foie et la rate aussi ne vont pas être protégés par les côtes. Et donc le traumatisme va être direct et on va avoir plus d'atteintes hépatospléniques que chez l'adulte. Pour ce qui est des atteintes osseuses périphériques, eh bien, l'os il est immature, il est peu flexible, donc on va avoir une lésion au niveau du cartilage de croissance. Ça va causer des séquelles fonctionnelles par la suite. Pour les atteintes vasculaires, elles sont rares. Les atteintes vasculaires secondaires aux fractures osseuses, ils sont rares. Et là, même si on a un pot, il faut rechercher les lésions vasculaires parce que même la présence d'un pot n'exclut pas les atteintes artérielles, d'où l'intérêt du Doppler. Comment évaluer la gravité? Eh bien, on va commencer par les facteurs de risque. Chez l'enfant, plus l'enfant est jeune, moins le pronostic est bon. Donc, il faut privilégier la prise en charge chez l'enfant, considérer tout enfant comme traumatisé grave jusqu'à preuve du contraire. On va aussi se focaliser sur la cinétique de l'accident, la nature du traumatisme, le GCS à l'admission, l'hypotension, l'existence d'hypoxie, l'existence d'anémie chez le traumatisé crânien. Et pour les scores, c'est principalement ces trois scores, c'est le GCS, le Pediatric Trauma Score et l'ISS qui sont les plus utilisés. Ces scores ils vont permettre d'évaluer la gravité, d'individualiser les lésions. En plus, ils vont nous donner une idée sur le pronostic. Ça, c'est juste un rappel sur le GCS qui est adapté à la pédiatrie, le score PTS. Donc, première chose à faire, c'est évaluer les détresses vitales.
L'American College of Surgery a abordé une approche standardifiée pour la prise en charge initiale des traumatisés graves pour être plus efficace et pour que le pronostic soit meilleur. Donc, quels étaient leurs objectifs? C'est une évaluation rapide des dommages, déterminer la propriété de gestion et procéder à des interventions critiques. On va le voir par la suite. Donc, l'ordre de priorité, c'est l'évaluation classique ABCDE. L'airway, c'est le maintien de la liberté des voies aériennes supérieures avec une protection du rachis cervical. Breathing, c'est le diagnostic des détresses ventilatoires. C, c'est la circulation, c'est le diagnostic et la prise en charge des détresses circulatoires avec contrôle de l'hémorragie, qui est très important. D, c'est l'évaluation de l'état neurologique. Et le E, c'est l'examen clinique complet avec le traitement de l'environnement, notamment l'hypothermie. Eh bien, au niveau respiratoire, l'enfant il est plus sensible à l'hypoxémie que l'adulte et il présente plus d'hypoxie. Pourquoi? Parce qu'il a des réserves en oxygène qui sont réduites avec un volume courant aussi qui est réduit. C'est pour ça qu'il est plus susceptible à présenter des barotraumatismes, surtout si on ventile avec des volumes courants assez élevés. L'enfant, il a aussi une hyperréactivité laryngée et bronchique. C'est pour ça qu'il a plus de risques de développer des bronchospasmes et des laryngospasmes, surtout lors de l'intubation. Et en plus, il présente plus de risques d'obstruction des voies aériennes supérieures. Pourquoi? Parce que la langue elle est plus volumineuse, le larynx il est plus haut situé et le diamètre des voies respiratoires il est plus faible. Donc on peut avoir des difficultés à la ventilation. Donc en pratique, vérifier la perméabilité des voies aériennes supérieures, s'assurer de l'absence de corps étrangers et rechercher des fractures qui peuvent rendre l'intubation et la ventilation en masque difficiles. Chez un patient traumatisé grave avec une insuffisance respiratoire aiguë, eh bien, il faut l'intuber aux urgences. Il y a plusieurs autres indications à l'intubation. Donc, il faut rechercher cliniquement des syndromes d'épanchement aérien, des syndromes d'épanchement liquidien, sans oublier la dilatation gastrique. Une dilatation gastrique, elle peut être favorisée par les cris et par la ventilation mécanique, par la ventilation au masque, mais cette augmentation de diamètre de l'estomac peut provoquer une augmentation de la pression intra-abdominale, traduite sur le thorax. On va avoir une diminution du volume courant, une diminution des capacités résiduelles fonctionnelles avec des atelectasies. Donc, ça va aggraver une détresse respiratoire préexistante. Donc, il faut faire attention. Pour ce qui est sur le plan hémodynamique, eh bien, la fréquence cardiaque chez l'enfant est plus élevée, la pression artérielle est basse. Comment la calculer? Nous, on utilise cette formule qui est assez simple. La pression artérielle systolique va être égale à 90 mmHg plus 2 fois l'âge en année. Et on ne parle d'hypotension qu'à une pression artérielle systolique inférieure à 70 mmHg plus 2 fois l'âge. Donc, les principales causes d'une détresse circulatoire, c'est le choc hémorragique. Que ce soit une hémorragie extériorisée, intra-abdominale, intra-thoracique, mais chez l'enfant, l'hémorragie intracrânienne peut causer un état de choc. Donc, chez un patient, même s'il est conscient, traumatisé grave, il faut compléter par un scanner cérébral. Il y a d'autres types de chocs, un choc obstructif par pneumothorax tamponade. En cas de contusion myocardique, on peut avoir un choc cardiogénique et un choc distributif s'il y a une atteinte médulaire. Cliniquement, plus la perte sanguine est importante, plus les signes cliniques vont être graves. Par exemple, ici, si on a une perte sanguine qui est estimée à plus de 40%, on va avoir de l'hypotension compensée par une tachycardie au début, mais après, on va se retrouver avec une bradycardie, qui est un signe de gravité. Sur le plan neurologique, c'est le GCS qui va faire la part des choses. En plus, il faut évaluer le réflexe des pupilles et le réflexe du tronc cérébral. Ce qui est du syndrome compartiment abdominal, on peut le diagnostiquer par la mesure de la pression intra-abdominale par voie vésicale. Si actuellement il n'y a pas de recommandation sur le seuil pour lequel on décomprime, mais on peut dire qu'au-delà de 25 mm de mercure, il faut probablement décomprimer. Comment prendre en charge ces détresses vitales? C'est simple. Pour la détresse respiratoire, il faut libérer le voie aérien supérieur, oxygénothérapie, même ventilation au masque en cas d'effort insuffisant, respiratoire insuffisant. On décomprime soit un pneumothorax, soit un hémothorax. Et chez les patients intubés, on va monitorer le CO2
expiré. On privilégie l'intubation orotrachéale tout en gardant le rachis cervical stable. Il faut vérifier le positionnement de la sonde et mettre en place une sonde nasogastrique, comme on a dit, vu que l'estomac peut être dilaté. L'induction, c'est principalement une induction en séquence rapide, étomidate, c'est l'ocurine, et l'entretien, c'est un benzodiazépine, midazolam, associé à du fentanyl ou du sulfentanyl. Les objectifs de la ventilation, c'est qu'il faut éviter l'hypoxie, l'hypercapnie avec un monitorage du CO2, des objectifs de pH-CO2 entre 35, 38, 30, 35, c'est différent en fonction des études, et une PaO2 qui doit être supérieure à 100. Pour ce qui est de la prise en charge circulatoire, eh bien, elle passe par le contrôle de l'hémorragie en premier. Les voies veineuses, c'est principalement des cathés de 20 à 20 gauche. Sinon, si on est amené à utiliser des drogues vasoactives, c'est une voie fémorale à poser en urgence. Mais des fois, chez les enfants au collapsus, on peut se retrouver avec un profilon imprenable. Cette voie peut être difficile à poser. C'est là l'intérêt de la voie intra-osseuse. Donc, on utilise les colloïdes en première intention à la dose de 20 ml/kg en cas de collapsus, mais ça commence à être de plus en plus abandonné en faveur des cristalloïdes du sérum salé 9 pour 1000, c'est la soluté de référence. En cas d'état de choc persistant, malgré le remplissage vasculaire, c'est les drogues vasoactives, notamment la noradrénaline. Et il faut éviter chez patients traumatisés graves les solutés glucosés et hypotoniques. Un mot sur le damage control, c'est que là, le problème, c'est en cas d'hémorragie, on va être amené à perfuser des solutés. Donc, en cas d'hémorragie, on va remplir. Le remplissage va aggraver l'hémodilution. Cette hémodilution va aggraver la coagulopathie et donc, on a ce cercle vicieux d'aggravation hémorragique. L'indication du damage control, c'est en cas d'existence d'un état de choc hémorragique avec un saignement non contrôlé ou secondairement lorsque une procédure chirurgicale risque d'être longue et inappropriée sur le moment. Les risques, c'est l'épuisement physiologique lié au dépassement des mécanismes de compensation de l'enfant et en plus, on peut décompenser une autre pathologie traumatique. Donc, pourquoi procéder à ce damage control? Parce que chez l'enfant, la surface cutanée elle est proportionnellement plus importante que chez l'adulte. Et donc, il va développer plus d'hypothermie. Et en plus, ces mécanismes de défense contre l'hypothermie et les mécanismes de réchauffement chez l'enfant, elles sont réduites. C'est pour ça qu'il va développer plus d'hypothermie. Pour le contrôle du saignement extériorisé, c'est que le volume sanguin estimé chez l'enfant, il est réduit. Il est pauvre que chez l'adulte, donc il a un risque plus important de développer une exsanguination. Donc il faut arrêter rapidement ce saignement en plus du contrôle des détresses vitales. Pour la transfusion, les recommandations d'experts, donc ils disent qu'il faut probablement transfuser du plasma frais congelé en association avec des culoglobulaires à un ratio PFC globule rouge de 1,1 ou 1,2, mais chez l'adulte. Chez l'enfant, il n'y a pas encore il y a plusieurs protocoles, mais il n'y a aucun protocole qui est validé. Et donc, on peut appliquer ces stratégies, elles sont soutenues, mais l'idéal, c'est de disposer de packs PLS et de packs de produits sanguins labiles chez l'enfant de plus de 10 kg. Ces packs ils vont contenir, par exemple, 30 ml par kilo de culoglobulaire, 20 ml kg de PFC et 1 kg plaquettaire par 5 kg. Chez l'enfant de moins de 10 kg, on va transfuser un pack. Enfant entre 10 et 30 kg, on perfuse 2 packs. Et chez l'enfant de plus de 30 kg, on va transfuser 3 packs, etc. Donc, en association avec les traitements adjuvants, acide tranexamique, calcium et fibrinogène. Pour ce qui est de la chirurgie, on doit se focaliser sur la chirurgie de contrôle lésionnel, en immédiat. Sinon, pour la restauration physiologique et les chirurgies réparatrices, c'est après la stabilisation des patients. Pour ce qui est de la prise en charge neurologique, eh bien, elle passe par la prise en charge de la ventilation avec une normoxie et une normocapnie. Il faut monitorer la pression intracrânienne si on peut. Il faut la monitorer pour maintenir une pression de perfusion cérébrale correcte. Sinon, on maintient une pression artérielle systolique au-delà de 70, plus 2 fois l'âge de l'enfant en année. Chez les patients traumatisés graves, traumatisés crâniens graves avec un GCS inférieur ou égal à 8, il faut systématiquement monitorer la pression intracrânienne.
et la maintenir en dessous de 20. On peut utiliser le mannitol, sérum sali hypertonique, pour le traitement des HTIC, mais il faut anticiper une hypovolémie secondaire à l'utilisation du mannitol. Pour le traitement des crises commissales, en cas d'irritation, corticale ou en cas de crise convulsive, antécédent d'épilepsie, etc., on peut utiliser les traitements anticommissiaux. La sédation, on préfère du midazolam associé à du fentanyl ou du sulfentanyl. Ici, c'est un schéma récapitulatif du traitement de l'HTIC. Par exemple, si la pression intracrânienne dépasse toujours les 15-20 malgré un traitement, des mesures générales, on doit refaire un scanner à la recherche d'une lésion neurochirurgicale à traiter. Sinon, c'est l'hyperventilation profonde, le coma barbiturique, voire la craniotomie de décompression. Pour les examens complémentaires, c'est après la stabilisation du patient. On peut identifier cliniquement plusieurs atteintes et on peut procéder à des examens paracliniques, on va dire réduits au minimum, par un groupe sanguin. Radio, c'est la dernière diapo. C'est ma dernière diapo. Donc, groupe sanguin, radio thorax face profil, radio de bassin, rachis cervical, échographie abdominale et on peut rajouter un Doppler transcrânien, c'est l'intérêt de la face écho si on en fait. Ce bilan, il est réduit, pourquoi? Pour répondre à deux questions, c'est la gestion de l'urgence et l'origine du saignement. Donc, pour conclure, les caractéristiques unique de l'enfant, que ce soit l'anatomie, la surface corporelle, rend son traitement un peu particulier. La prise en charge des traumatisés graves en urgence doit être standardisée et rigoureuse et l'évaluation doit procéder par la règle ABCDE. La nécessité d'une hémostase urgente limite souvent l'investigation exhaustive paraclinique chez ces patients. Et merci. Merci. J'ai omis de présenter l'orateur. C'est professeur Kier qui remplace, je pense, professeur Hosni. Merci pour cette présentation. Donc, je donne la parole à Dr Khalidi pour gérer la discussion. Oui, à mon tour, je remercie les orateurs pour la pertinence des communications. Alors, avant de lancer donc la question, enfin les questions à la salle, j'ai une petite question pour mon ami professeur Younous. Donc, étant donné qu'il y a une participation myocardique à l'état de choc, et étant donné qu'il y a une hypoprotéidémie, je veux dire une hypoalbuminémie sévère, donc les deux, ils participent à une augmentation de la pression de remplissage. Vous ne voyez pas que l'utilisation des formules pour donc, la réanimation liquidienne est nuisible pour ces malades. Et qu'est-ce que vous faites donc, pour le monitorage hémodynamique? Merci. Non. Concernant les formules, donc on est obligé quand même d'utiliser des formules en réanimation, mais ce n'est pas la formule qui est importante. Ce qui est important, c'est cette notion de 8 heures et 16 heures, mais c'est les volumes, ça dépend de la réponse du patient. C'est la pression artérielle, sa fréquence cardiaque, son taux d'hématocrite et sa durée. Et ça, c'est en général avec ces moyens très simples. Vous voyez que tu as 3 éléments cliniques et au maximum un bilan biologique si on considère l'hématocrite comme bilan biologique. La durée, c'est clinique, la tension, c'est clinique et la fréquence cardiaque, c'est clinique. C'est des choses très simples. L'hématocrite, à la rigueur, on peut dire que c'est biologique, mais on peut faire juste à côté des patients. Et c'est des moyens, quand tu réanimes ces enfants avec les cristalloïdes, les colloïdes, il y a cette notion de destruction du glycocalyx, hein, c'est-à-dire qu'elle échappe, ça ne reste pas dans les vaisseaux, ça d'une part. D'autre part, en général, la majorité des enfants, même cette myocardiopathie, ça existe, ce n'est pas au stade de créer l'OAP, mais il faut sachez que ça existe. Concernant l'évaluation hémodynamique pour les grands brûlés, en général, pour les grands brûlés, quel est le moyen? Donc, il y a des études qui ont été faites pour ça, il y a des études qui ont comparé l'écho-transthoracique à la PICO chez les grands enfants brûlés. Et apparemment, le PICO, elle permet d'évaluer mieux l'hémodynamique chez ces enfants, alors que l'échographie, c'est déjà très difficile avec les pansements, et en plus, il sous-estime l'état hémodynamique. C'est-à-dire pour les grands brûlés, si tu me demandes le monitorage, j'encourage PICO. Et bien sûr, la clinique. D'accord. Des questions dans la salle?
Bonjour. Je voudrais d'abord féliciter mon collègue et ami qui a présenté une très belle communication sur la situation des enfants brûlés. Ce que je voulais vous demander, puisque vous avez un registre qui montre quand même une incidence importante de 5,6%, cela veut dire que ce problème est un problème majeur et il y a très probablement une surmortalité dans des services qui n'ont pas les moyens que vous avez présentés. Est-ce qu'il ne serait pas bon, peut-être à partir de votre initiative et peut-être en collaboration avec d'autres collègues, c'est d'essayer d'avoir un registre national sur le problème des brûlés? Parce que moi, c'était mon grand drame à l'époque, parce que j'avais des moyens qui étaient honorables, mais largement par rapport à ce qui existe maintenant, et en particulier le rapport, l'informatisation des dossiers, permettent maintenant d'échanger et donc d'avoir des relations au moins à l'échelle nationale. Parce qu'il est temps maintenant, avec les ressources humaines que nous avons, professionnelles que nous ayons une vision globale, qu'on ne reste pas en chapelle coincé dans son coin. Voilà, c'était pour cela que je voulais intervenir. Merci beaucoup. Je partage, c'est très pertinent, parce que la majorité, c'est des accidents domestiques. La majorité, et souvent, c'est les mêmes erreurs qui se répètent. Souvent, c'est un enfant, donc, c'est-à-dire que c'est le même scénario qui se répète. C'est vrai, il y a des accidents par exposition de butane, à gaz, mais et les douches, hein, c'est des choses qui se répètent. Je pense que c'est des accidents domestiques et il ne faut pas avoir le registre. Ça, c'est et on parle avec un registre pour réduire un peu le... Non, parce que pourquoi j'insiste sur le registre? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, il s'agit d'une pathologie commune et surtout domestique. Ce qui veut dire qu'il faut passer à une, disons, à une consolidation de l'information des familles. Cela passe obligatoirement par les moyens modernes de communication, j'entends par les télévisions en particulier. Pour que vous puissiez avoir accès à celle-ci, lorsque vous allez parler au nom, non pas de 5,6% de votre population, mais que vous avez extrapolé à toute la population générale, imaginez combien cela peut frapper les esprits et donc les émotions de ces mamans et de ces papas pour dire qu'il faut s'engager dans des pratiques qui sont simples, disons la prévention de cette pathologie. Quand je pense que maintenant encore on continue à savoir si une bouteille de butane fuit en mettant une flamme juste à côté, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un b.a.-ba de l'information qui n'existe pas. Ouais, je partage entièrement. Merci. J'ai une question pour professeur Bekir. Un petit commentaire puis qui va rebondir sur une question. Un commentaire, c'est pour le traumatisé grave, la définition, il existe également soit une mise en jeu du pronostic vital, mais aussi fonctionnel. Je pense que c'est une omission de votre part. Je voulais rebondir sur une métaphore pour nos cadets, c'est tout traumatisé est grave jusqu'à preuve du contraire. Et l'idéal lors de la prise en charge, c'est ne pas avoir une aggravation secondaire des lésions existantes lors du traumatisme, d'où l'intérêt des circonstances. La nouvelle définition, il vient nous dire que si les circonstances laissent à prétendre de telles lésions existent, il faut penser à un traumatisé grave. Vous avez bien dit tout traumatisé grave jusqu'à preuve du contraire. Pour nos cadets, est-ce que vous arrivez à faire des body scans pour tout traumatiser, c'est-à-dire GCSA 15, hémodynamique stable, mais c'est-à-dire les circonstances, il y a un décès dans la voiture ou bien une chute de 6 mètres. Est-ce que vous arrivez à convaincre vos radiologues dans la pratique courante de chaque jour à la pratique des body scans? Nous, ce qu'on fait, normalement, oui. Pour répondre, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'on a eu une discussion avec les radiologues. On a mis, nous, on suit surtout les critères de Vittel. Et même les radiologues, ils sont d'accord pour ces critères-là. Et dès qu'un patient présente un ou plus, même deux critères, voire plus, il passe son scanner directement. Après stabilisation body scan. Dans la salle? Non. J'ai une petite question pour le professeur Younes. Dans ton expérience, quel est le pourcentage de patients que tu mets sous médicaments bêta-adrénergiques, enfin, je veux dire sous... Bêta-bloquants. Non, pas bêta-bloquants. Les vasopresseurs. Exact, les vasopresseurs. D'accord. Donc, est-ce que ça représente beaucoup, un peu, en tout cas à la phase aiguë? Je ne parle pas du choc septique après, tout ça, toutes ces complications. D'accord. Donc, juste un complément concernant les enfants brûlés graves qui ont besoin de la réanimation.
on reçoit en moyenne 50 à 60, mais la manière avec laquelle on les reçoit, ce n'est pas régulier. Il y a des fois, on reçoit 5 enfants, et on trouve dans le service de réanimation, j'ai 13 box, et on a 5, c'est presque le tiers, c'est des enfants brûlés. Des fois où on n'a plus d'enfants brûlés. On avait discuté avec la direction pour créer un service de réanimation pédiatrique pour les brûlés. Ça ne tenait pas parce que 50 à 60 brûlés par an, ce n'est pas justifiable. Donc on est obligé, on continue de les prendre en charge, tout en sachant que Marrakech et région, c'est 4 millions. Et en plus, on reçoit les régions d'Akhlal, Ayoun et Ouarzazate, c'est à peu près 12 millions. C'est pour cette raison qu'on a ces chiffres. Concernant les brûlés graves, honnêtement, à partir au-delà de 30%, nous, on les intube. Donc on a pris la décision d'intuber au-delà de 30% pour mieux les techniquer avec une pression artérielle invasive. Et en général, je n'ai pas le chiffre exactement, mais il me semble à peu près 25-20% des enfants brûlés graves, au-delà de 23%, qui ont besoin de vasopresseurs. Donc je n'ai pas les chiffres exactement, mais nous, on a pris cette habitude. Au-delà de 30%, on ne laisse pas l'enfant en respiration spontanée. On l'intube, on le technique correctement avec la voie centrale, avec l'artère, et on met le paquet sur un monitorage, et puis après, on surveille de façon régulière, quotidienne. Nous avons un service de brûlés qui vient faire le pansement chaque jour. Mais la seule chose qu'on n'a pas encore améliorée, on est en train de discuter à chaque fois, c'est faire l'excision précoce avec une banque de tissus. On travaille dans la banque de tissus, donc la banque de tissus, mais ça ne tient pas la route pour rapidement les excisions précoces et la greffe précoce qui permet de réduire l'infection. Merci à tout le monde. Là, on me dit qu'il faut arrêter parce qu'il y a la pause. Donc, on peut continuer la discussion avec les orateurs autour d'un café. Merci pour tout le monde. Hein.